Donc là, on est toujours à l'IREX, et là, cette fois, on est en compagnie de Frédéric Baron, qui va nous parler de l'imagerie directe des exoplanètes. C'est exactement ça. Frédéric, donc vous êtes étudiante à l'Université de Montréal? Oui, tout à fait. Je suis dans ma dernière année de doctorat et je travaille sous la supervision de David Lafrenière et d'Étienne Artigaud. On a commencé à détecter des exoplanètes au début des années 90. Depuis ce temps-là, on en a à peu près trouvé 3000. On a évoqué pas mal de méthodes de détection avec les autres étudiants qui sont passés avant toi. Toi, tu vas nous parler d'une technique un peu différente, c'est l'imagerie directe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, alors que l'imagerie directe, c'est la seule méthode qui permet de réellement détecter les photons qui proviennent de la planète. Donc c'est vraiment intéressant parce que les autres méthodes permettent juste de voir l'effet de la planète sur son étoile, alors qu'avec l'imagerie directe, on peut la voir. Puis cette méthode-là a permis de mettre à jour jusqu'à maintenant une vingtaine de planètes, dont à peu près la moitié sont à grande séparation. Est-ce que tu peux expliquer concrètement ce qu'on fait pour observer une exoplanète? On pointe un télescope, on fait quoi? Oui, on pointe un télescope, fait que ça serait à peu près la même méthode que pour détecter une étoile, mais on va atteindre des profondeurs, des magnitudes beaucoup plus importantes, donc on peut aller trouver des objets qui sont beaucoup plus petits. Dans le cas de l'imagerie directe avec optique adaptative, on utilise des méthodes un peu plus compliquées là, qui permettent de masquer la lumière vraiment intense de l'étoile pour pouvoir aller détecter la planète qui est beaucoup moins brillante que son étoile. Alors c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer d'observer des étoiles à grande séparation, c'est parce qu'elles sont loin, elles seront moins affectées par la lumière de leur étoile? Exactement, comme elles sont loin, on n'a pas besoin d'aller chercher des techniques d'imagerie directe, donc on peut les observer un peu comme si c'était juste une petite étoile. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors quand on parle de loin, tu peux nous dire à peu près qu'on essaie de se figurer la distance dans notre tête? Oui, fait que moi dans mon relevé, j'ai cherché des planètes jusqu'à 5000 unités astronomiques. Puis là, pour te donner une idée, Pluton est sur une orbite elliptique, donc elle varie un peu dans le temps, mais c'est entre 30 à 50 unités astronomiques, donc c'est vraiment beaucoup plus loin. Là. Je me spécialisais dans une distance qui va de 1000 à 5000 unités astronomiques. On a déjà trouvé des planètes qui sont aussi loin de leur étoile, ça existe ça? Oui, la plus loin a été trouvée par Marie-Ève Naud, notre coordonnatrice à l'IREX, puis elle était à une distance de 2000 unités astronomiques, ce qui est vraiment très loin. C'était vraiment une surprise de trouver ce genre de planète-là. Et ça, c'était en quelle année on a trouvé cette planète? En 2014. Elle s'appelle comment la planète? Elle s'appelle Gupsium B. Justement, donc toi, apparemment, ça t'a inspiré, cette découverte qui a eu lieu à Montréal et que tu as voulu un peu prolonger cette expérience. Et alors, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Tu as tenté de trouver d'autres planètes de cette sorte-là, autour de combien d'étoiles? Tout après la découverte à Marie-Ève en 2014, moi j'ai commencé mon doctorat en 2014, puis c'était vraiment dans la suite du projet à Marie-Ève, et j'ai observé 177 étoiles avec 4 instruments différents pour pouvoir trouver des planètes à grande séparation. Comment ça se passe? Tu peux nous expliquer concrètement ce qu'on fait comme traitement? Qu'est-ce qu'on utilise pour essayer de trouver ces planètes bizarres? Donc, on utilise des instruments qui ont des grands champs qui permettent de voir vraiment loin de l'étoile. J'ai utilisé des données qui proviennent du télescope Gemini Sud au Chili, puis aussi du CFH, au Canada, le télescope Canada-France-Hawaï. Puis j'ai aussi des données qui proviennent du télescope spatial Spitzer. Puis avec ça, on a des données dans 4 bandes différentes, donc à 4 longueurs d'onde différentes. Puis ça permet d'aller identifier les objets en utilisant leur couleur. Et c'est comme ça qu'on peut mettre à jour des candidates planètes. Quels ont été les résultats de cette étude? Et de nos 177 étoiles, on a obtenu une quarantaine de candidates pour lesquelles on a fait des suivis astrométriques et spectroscopiques. Et de ça, ça nous a permis de trouver 0 planète. Alors, est-ce que tu étais déçu ou est-ce que tu t'es dit c'est pas grave, en fait ça permet de comprendre d'autres choses? Tu peux expliquer ça? Ah, c'est sûr qu'un petit peu de déception parce que j'aurais aimé ça en trouver au moins une, évidemment. Mais en même temps, ça permet de mettre des contraintes vraiment très intéressantes parce que ça montre que les planètes géantes à grande séparation, c'est vraiment des objets très rares. Et donc, mon doctorat a permis de mettre une contrainte qui montre que la fréquence de planètes à grande séparation est de plus petite que 2,2%, ce qui veut dire que c'est vraiment des objets peu communs, donc extraordinaires. Comment cette planète, j'imagine que quand elle a été formée, elle était beaucoup plus proche de son étoile. Est-ce qu'elle a été éjectée? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi son destin? On ne sait pas. Donc, il y aurait plusieurs façons de voir la formation de ces objets-là. Fait que soit que ça a été formé comme une naine brune ou une étoile dans un disque, comme en compagnon avec son autre étoile. Et c'est un peu ce que nos résultats laissent à penser, parce que si ça avait été formé comme une planète qui aurait été éjectée, on aurait pensé en trouver plus. On pensait en trouver 4 à 8 quand on a commencé notre relevé, et donc pas 0.
ce qui montre à penser que peut-être que ces planètes-là à grande séparation se forment comme des étoiles. Donc elles se forment comme des étoiles, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est juste une étoile petite, mais à grande séparation, qui orbite l'une autour de l'autre. Comment on est sûr qu'elle orbite autour c'est que cette planète-là orbite autour d'une étoile? Comment on peut en être sûr avec une aussi grande distance? On ne sera pas capable dans notre vie de voir le mouvement orbital parce qu'ils sont vraiment trop loin. 2000 unités astronomiques, c'était 160 000 ans la période, donc on peut pas... Bon, si on vit vraiment longtemps peut-être, là, mais dans ma vie à moi, je pense pas vivre à 160 000 ans, donc je pourrais pas voir ça. Mais on connaît le mouvement propre. Le mouvement propre, c'est le mouvement apparent des étoiles dans le ciel. Puis c'est vraiment très rare que deux étoiles ou deux objets, là, dans ce cas-là, l'étoile et la planète assez proches, aient le même mouvement propre. Donc on assume que si on a le même mouvement propre, qui ont les mêmes caractéristiques dans leur spectre, des caractéristiques de jeunesse par exemple, on assume que ces deux objets-là se déplacent ensemble et donc l'un orbite l'autre. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est quoi la suite pour toi? La suite, c'est de prendre la fréquence de planètes qu'on a trouvée, notre nombre statistique, de le comparer avec d'autres relevés, puis d'obtenir une statistique plus générale pour encore mieux contraindre la fréquence de planètes autour d'étoiles. Est-ce qu'il y avait d'autres équipes qui ont tenté de faire la même chose que toi pour trouver des données comparables? Oui, c'est ça. Il y a à peu près une dizaine d'équipes qui ont trouvé des résultats comparables, donc tout autour de moins de 10%, jusqu'à Marie-Ève avait trouvé 0,84% avec des incertitudes. Donc on reste dans pas beaucoup de planètes par étoile. Puis là, le but, ça va être de comparer, de mettre tout ça ensemble, puis d'obtenir une statistique plus générale. Est-ce qu'il y a d'autres planètes qui avaient été trouvées avant, et depuis, est-ce qu'on en a trouvé d'autres? Oui, tout à fait. Donc avant, il y en a eu plusieurs qui ont été trouvés. Donc au total, on parle d'une vingtaine. Si on parle en 2008, par exemple, dans d'autres membres de l'IREX, David Lafrenière avec René Doyon puis Christian Marois, ont trouvé un système planétaire autour de HR 8799. Puis depuis, en 2015, il y a la planète 51 Erie B qui a été trouvée par JPI, le Gemini Planet Imager, qui a pour but vraiment de trouver des planètes autour d'étoiles jeunes à grande séparation. Et on a des photos de ces planètes? Parce que là, tu dis imagerie directe, on se figure un appareil photo, mais est-ce qu'on a des vrais clichés? C'est tout à fait ça. Fait qu'avec le télescope, on prend une photo. Évidemment, c'est souvent dans l'infrarouge, donc c'est pas des longueurs d'onde que nos yeux vont voir, mais on peut le traduire dans des longueurs d'onde que nous, on voit. Puis on a vraiment une photo. C'est pas à grande résolution, là. C'est à peu près 2-3 pixels, un petit peu plus brillant que le fond, puis c'est ça, là, la détection. Là. Si tu dois nous conseiller une photo à regarder justement d'une de ces fameuses planètes, t'as un exemple? Il y a un montage photo des planètes de HR 8799 qu'on voit orbiter là, entre 2008 jusqu'à présentement, je pense 2017, là, les dernières images. C'est vraiment fantastique parce qu'on voit les planètes bouger, on voit le mouvement orbital. Donc dans ce cas-là, on n'a aucun doute que ces planètes sont liées à leur étoile. Et elles sont vraiment très loin? Bien, elles sont pas si loin, celles-là, c'est en 12, 20 unités astronomiques. Quand même plus loin que notre système. C'est quand même un système qui serait plus éclaté que le nôtre, parce que c'est toutes des planètes géantes, donc des Jupiters. Bien, pas aussi loin que les planètes que moi je cherchais. Quand on voit sur le web des exoplanètes rocheuses, c'est toujours des vues d'artistes, mais on n'a jamais réussi à prendre une photo d'une de ces planètes? Non, pas encore. C'est vraiment pas assez brillant. Ils sont beaucoup trop proches de leur étoile, ce qui fait qu'on peut pas présentement les imager comme on pourrait imaginer des planètes géantes. Pour pouvoir voir ce genre de planètes-là, il va falloir attendre les télescopes géants, comme le TMT par exemple, qui va pouvoir voir, peut-être, on espère, ces planètes-là. Donc dans un horizon de 10 à 20 ans, on devrait pouvoir imager une planète Terre dans un système qui ressemble au nôtre.